Le tribunal du procès des massacres du 28 septembre 2009 est-il incompétent pour juger des crimes contre l'humanité? C'est l'objet de notre vidéo que nous vous proposons. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses du soleil d'Afrique. Depuis la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité faite par le ministère public auprès du tribunal, les langues se déchaînent. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Et chacun vient avec ses perceptions, chacun vient avec ses dires, avec ses réflexions, quelquefois des réflexions qui ne sont pas vraiment dignes d'être appelées réflexions. Alors aujourd'hui, nous nous posons une question. Le tribunal du procès des massacres du 28 septembre 2009 serait-il incompétent? Serait-il incapable? Ne serait-il pas digne de juger les crimes contre l'humanité? Nous nous posons cette question par rapport à l'intervention ou à la réplique d'un avocat de la défense et nous vous laissons d'abord écouter cette partie. Nous reviendrons pour en faire largement l'analyse afin que chacun puisse en tirer ses propres conclusions, ses propres conséquences. Suivez donc l'intervention de cet avocat. Monsieur le Président, comment il faut faire? La cour d'assises de Cancan sera obligée de statuer en audience foraine. Et l'audience foraine nécessite forcément les dépenses coûteuses. Pourquoi ne pas donner la compétence à ces tribunaux de première instance pour connaître les mêmes affaires, pour prendre ce présumé coupable et le juger sur les lieux, en présence de la victime? Discussion faite, débat clos, décision rendue. C'est ce qui fait fait. Mais lorsqu'on réclame la requalification des faits en crime contre l'humanité, Monsieur le Président, il y a des préalables. Il faut d'abord ériger une institution qui sera chargée spécialement de trancher, de juger de ces infractions de crimes contre l'humanité. On a vu le cas de Issa Nabré. Lorsque le Sénégal devrait connaître cette affaire, il a fallu créer un tribunal spécial. Mais le tribunal qui est délocalisé à la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le Président, c'est le tribunal de première instance de Dixine. C'est le prolongement de la compétence de Dixine. C'est suite à une simple ordonnance du premier président de la Cour d'appel qu'on a délocalisé cette juridiction ici. Ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale. C'est une juridiction ordinaire, de droit commun, statuant en matière criminelle. Point. Ce tribunal, s'il y avait la place au tribunal de première instance de Dixine là-bas, ce bâtiment qui appartient à une personne physique, on allait tenir l'audience là-bas. Mais compte tenu de la question de sécurité, compte tenu de la question de place, il faut porter cette information aux justiciables, non seulement, mais au peuple de Guinée et le monde entier qui nous regarde. Il faut trouver une place pour que cette juridiction puisse tenir dans les conditions idoines. Voilà pourquoi cette juridiction a été délocalisée ici en construisant ce bâtiment. Mais ça, ce n'est pas un tribunal pénal spécial. Ce n'est pas une juridiction spéciale pour juger ces gens-là. C'est un tribunal ordinaire de droit commun. Alors, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je voudrais vous rappeler que la stratégie, la subtilité du parquet, c'est de vous amener à les suivre. Mais, Monsieur le Président, tenez-vous bien, si votre tribunal accède à cette demande, les conséquences, toutes les parties, chacune en ce qui la concerne, prendra sa part. Mais j'ose croire, et je le sais, je suis convaincu, votre compétence
votre probité, votre capacité d'analyse. Parce que je vous connais, Monsieur le Président. Au moins, je vous connais. Je sais de quoi je parle. Parce que vous êtes un homme capable. Parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit. Nous vous prions, Monsieur le Président, pour les intérêts de la défense, de manière générale, et en particulier pour la défense du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, rejeter purement et simplement la demande contenue dans ces réquisitions de Monsieur le procureur qui vous sollicite la requalification des faits en crime contre l'humanité. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby est poursuivi pour des faits qui sont connus. C'est des faits qui sont érigés au rang des délits. Monsieur le Président, vous allez rendre cela un crime contre l'humanité. Il n'existe nulle part dans ce code pénal. Nulle part que le délit, parce que c'est l'actuel code qu'on pratique, le ministère public s'inspire de ce code, la partie civile également, la défense aussi. Si dans ce code vous trouvez que le délit est un crime contre l'humanité, Monsieur le Président, prenez votre décision. Mais si vous estimez que les délits, les faits qui sont reprochés à mon client, notamment coups et blessures volontaires, en longueur de journée, c'est ce qu'on tranche dans les tribunaux d'instance, et non-assistance à personne en danger, jusqu'à preuve du contraire, si vous ne trouvez rien, Monsieur le Président, tenez-vous bien, rejetez purement et simplement, et d'un revers de main, ordonnez la continuation des débats. Monsieur le Président, un séjour en prison, ne serait-ce que 24 heures, ne serait-ce qu'une heure de temps, est de trop. Est de trop. Surtout lorsque le sort de la personne n'a pas été situé. C'est de trop. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez donné une belle image. Vous aurez donné une bonne justice. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Vous venez donc d'écouter cet avocat de la défense donner ses arguments contre la requalification des faits en crime contre l'humanité. Donc déjà, il faut noter que ces arguments sont des arguments anti-requalification des faits en crime contre l'humanité. Ce qu'il soulève le plus, c'est qu'il faut un tribunal spécial pour juger les crimes contre l'humanité. Il faut un tribunal spécial. Ça, c'est le premier argument qu'il avance. Et donc, le tribunal de Dixi n'étant pas un tribunal spécial, il veut donc dire que ce tribunal est incompétent pour juger, en fait, les crimes contre l'humanité. Ça, c'est ce que nous pouvons comprendre très, très aisément. Deuxièmement, il dit qu'il faut donc délocaliser le procès. Il prend l'exemple du procès d'Hissène Habré et il martèle sur ça. Il pense qu'il faut délocaliser et donc ce tribunal, il veut dire, n'est pas compétent, n'est pas capable, n'est pas digne de juger les crimes contre l'humanité. Ça, c'est ce que nous pouvons comprendre aisément. Et il va jusqu'à dire que ce tribunal n'est pas un tribunal pénal spécial. Donc, pour lui, il n'y a qu'un tribunal pénal spécial qui peut juger les crimes contre l'humanité. Et donc, puisque ce tribunal n'est pas un tribunal spécial, n'est pas un tribunal pénal spécial, ça veut dire qu'il veut tout simplement dire que ce tribunal est incompétent, est incapable ou encore n'est pas digne de juger les crimes contre l'humanité. Chers amis, a-t-il raison? Nous pensons que ce n'est pas pour rien que la CPI a dépensé de l'argent pour la mise à jour des avocats, pour le recyclage des magistrats. C'est pour leur donner assez de compétences pour aller jusqu'au crime contre l'humanité. Nous savons
que même si les avocats ne le savaient pas, mais nous savons que la CPI attendait toujours que ces crimes soient jugés comme crimes contre l'humanité. Donc tous les efforts que la CPI était en train de faire ou fera encore, c'est pour des crimes contre l'humanité. Maintenant, est-ce que les juges qui jugent les crimes contre l'humanité ont une école spéciale? Est-ce qu'il y a une école spéciale des juges qui doivent juger les crimes contre l'humanité? Nous disons non. Ce sont les mêmes écoles, ce sont les mêmes lois. Maître Sylla nous l'a bien expliqué en disant que les lois qui sont utilisées dans ce tribunal-ci sont les mêmes lois qui sont utilisées à la CPI. C'est tellement simple. Donc, il n'y a pas incompétence du tribunal de Dixine. Tous les magistrats qui sont là, tous les avocats qui sont là, sont dignes, sont assez compétents pour aller défendre même à l'international. Pourquoi? Parce que les règles de droit restent les mêmes. Les règles de droit restent les mêmes. Les articles, les numéros peuvent changer, mais le contenu reste le même. Le droit est un droit international. Alors, chers amis, c'est là où nous pensons que les arguments de cet avocat sont des arguments typiquement anti-réqualification et c'est des arguments qui ne tiennent vraiment pas trop debout. Voyez même, regardez même l'attitude des procureurs qui sont en train de rire. C'est pour dire qu'ils n'acceptent pas ce que l'avocat est en train de dire. C'est pour dire que l'avocat est en train comme de délirer. Et puis, comment est-ce qu'il va terminer, cet avocat? Il va dire, la stratégie du parquet est de vous emmener à le suivre. Mais où est le mal? Lorsqu'on est dans un procès, chacun des camps cherche à séduire le juge, parce que c'est le juge qui va donner le verdict. On est là pour convaincre. À la guerre comme à la guerre, chacun utilise sa stratégie. On est dans un procès pour convaincre le juge qui va donner le verdict. Et pour convaincre le juge, il faut l'emmener à vous suivre. Et si donc cet avocat ne veut pas que le ministère public fasse le tout pour que le président du tribunal les suive, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris la stratégie du procès ou encore même de la défense. Alors il dit encore, tenez-vous bien, si votre tribunal accède à cette demande, les conséquences. Ça, nous pensons que c'est des menaces. Les conséquences, quelles conséquences? Quelles conséquences? Nous sommes là en train d'attendre l'intime conviction du président du tribunal. Et si sa conviction dit qu'il va réqualifier, il va réqualifier. Il n'y a pas à le menacer. Mais maintenant, regardez. Il ajoute, avant de terminer, j'ose croire, je le sais, vos compétences, votre capacité d'analyse, parce que je vous connais. Ça, c'est maintenant la flatterie. Ça, c'est maintenant la flatterie. Après l'avoir menacé, maintenant, il est en train de le flatter. Quelle stratégie donc ces avocats de la défense sont-ils en train d'utiliser? Le tribunal est-il réellement incompétent comme le pense cet avocat? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.